Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver. Merci de nous accueillir chez vous de lundi à vendredi. Dans le cadre de l'Entre-deux, nous parlerons de fiscalité dans ce numéro de l'Entre-deux. Steve Marian Alili nous présentera son ouvrage intitulé Tout sur les avantages fiscaux prévus par le système fiscal gabonais, la littérature, qui s'invitera également sur le plateau de l'Entre-deux. Le plateau de l'Entre-deux, je le disais à l'entame de cette émission, la fiscalité qui s'invite sur notre plateau. Nous sommes en compagnie de Steve Marian Alili. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de l'Entre-deux. Le plaisir est partagé. Alors vous êtes juriste d'affaires, fiscaliste, inspecteur central des impôts, c'est bien cela. Vous nous proposez cet ouvrage, il s'agit du tome 1 de cet ouvrage intitulé « Tout sur les avantages fiscaux prévus par le système fiscal gabonais ». Nous allons commencer par une approche définitionnelle. Qu'entend-on par fiscalité ? La fiscalité, en réalité, c'est simplement l'ensemble des règles juridiques applicables à des revenus, pour parler en français facile, à des revenus, à un patrimoine. Et cet ensemble des règles qui sont applicables à un patrimoine permettent notamment, sur cette base-là, de tirer de ce patrimoine, de ce revenu, un impôt. D'accord. Fiscalité égale impôt, est-ce qu'on peut l'entendre de la façon la plus simple, de cette façon-là? Voilà, on peut se dire que la fiscalité qui est l'ensemble des règles, pour la mise en œuvre de cette fiscalité, on a besoin justement de ce qu'on appelle l'impôt. Alors, s'agissant de cet ouvrage, qui est le public cible? Ce qu'il faudrait relever dans le cadre de cet ouvrage, c'est que plusieurs cibles sont visées par l'ouvrage. D'abord les opérateurs économiques, justement, qui en réalité sont les principaux contributeurs au budget de l'État à travers l'impôt. Il y a les particuliers et les ménages sur lesquels notamment l'impôt pèse. Et l'intérêt de l'ouvrage, c'est de voir justement les avantages fiscaux qui sont prévus, quelles sont les incidences notamment sur leur pouvoir d'achat, sur leur vécu quotidien. L'autre cible, c'est le monde universitaire. Notamment permettre notamment aux acteurs du monde universitaire, enseignants et apprenants, de vous confronter leur culture théorique à la pratique de ce qui se passe concrètement. Et enfin l'État, l'État qui concède des avantages fiscaux parce qu'il attend quelque chose en retour, ça lui permet de voir le large spectre des avantages fiscaux qu'il a accordés et par voie de conséquence pouvoir utilement procéder à une évaluation de ces avantages fiscaux. Donc voilà principalement les cibles, les 4 cibles, si je me résume, qui sont visées notamment par cet ouvrage. C'est donc un ouvrage éminemment pratique que vous proposez à ces cibles-là. Il y a même un mode d'emploi, c'est véritablement une visée pédagogique. S'agissant de cet ouvrage, nous allons nous intéresser aux interrogations les plus récurrentes lorsqu'il est question d'impôts, et puisque vous abordez spécifiquement la question des avantages fiscaux accordés par le droit commun, alors lorsque je décide de mettre sur pied une entreprise, il y a des questions véritablement récurrente. À quels impôts suis-je soumis ou soumise lors de la création de mon entreprise? C'est véritablement une question préoccupante. Oui, c'est d'ailleurs le premier réflexe que devait avoir tout entrepreneur, tout investisseur, tout opérateur économique qui souhaiterait, notamment dans la phase de création ou d'installation de la structure, savoir en réalité à quels impôts il est soumis. Il faudrait déjà d'entrée relever que cela dépendra de son statut. S'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale. Fondamentalement, les personnes physiques ne sont pas soumises à une imposition à la création. C'est une information que l'on n'a pas bien souvent. Ils ne sont pas soumis à une imposition à la création. Ceux qui sont soumis aux impôts liés à la création, c'est plus les personnes morales. Compris par là, les plus courantes, ce sont les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes et d'autres sociétés commerciales ou les sociétés civiles qui seraient. Ce sont ceux-là à la création qui sont soumis notamment à une imposition que l'on appelle les droits d'enregistrement. Alors, l'autre question également, c'est combien vais-je payer? Comment puis-je moi-même être en mesure de calculer cet impôt? L'intérêt justement de l'ouvrage, c'est, voilà pourquoi est-ce qu'il a été intégré dans le contenu de l'ouvrage, des cas concrets. On l'a appelé, c'est la rubrique s'entraîner. C'est de permettre notamment à ceux-là d'avoir des cas assez simples, bien que complexes. On a essayé justement de les rendre un peu plus digestes. Une entreprise qui se crée, à l'évidence, lorsque l'on crée une société, chaque associé fait des apports. Alors, il y a plusieurs types d'apports. Vous décidez de créer une société,
avec notamment d'autres partenaires, vous pouvez décider de faire un apport en numéraire, ce qu'on appelle généralement des apports en argent, apporter de l'argent. Un autre associé peut décider de faire un apport en nature. D'accord. Dans les apports en nature, vous avez deux. Ça peut être un apport en nature d'un bien meuble, par exemple dire un ordinateur. D'accord. Ça peut être un apport en nature d'un bien immeuble. Ça peut être un bâtiment, un immeuble bâti ou un terrain qu'on apporte. Mais ces apports qui sont effectués en réalité sont évalués parce que l'intérêt, c'est que l'apport que vous effectuez en contrepartie, on vous donne des parts sociales. En fiscalité, on fiscalise notamment ces apports. D'accord. Donc, comment vais-je savoir ce que je veux payer? S'il s'agit d'un apport en numéraire, par exemple, c'est un droit fixe, ce qu'on appelle un tarif. C'est 50 000 francs, peu importe le montant de l'apport. Que vous apportiez 1 million, 10 millions, 100 millions, c'est un montant fixe. C'est un droit fixe de 50 000. Donc là, déjà, ça permet à ceux-là qui créent de savoir que c'est à cet apport. Si un autre associé, prenons un exemple, va apporter un ordinateur. D'accord. Pas complet. On va évaluer l'apport. Il sera soumis à un droit proportionnel. S'il s'agit d'un apport pur et simple, il n'y a pas de contrepartie. La seule contrepartie, c'est les parts sociales, c'est 1%. Donc vous voyez la valeur du bien que vous avez apporté. S'il est de 500 000, vous appliquez simplement 1% dessus. Vous avez en réalité le montant de l'apport. Et le calcul se fait aisément à ce moment-là. Voilà, ça c'est une simple opération arithmétique, pas mathématique. Maintenant, l'autre intérêt, celui qui apporte par exemple une maison, un immeuble, on évalue la maison. Et là, on applique également, puisque c'est des apports purs et simples, qui sont rémunérés par des parts sociales, des droits sociaux, on applique les 1% sur la valeur de l'immeuble. D'accord. Mais la particularité, ou la question que on peut se poser, c'est de savoir, est-ce que je vais additionner tous ces impositions? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et c'est ça tout l'intérêt également de le voir, c'est de se dire que le dispositif prévoit, dans le cadre de ce qu'on appelle la théorie de disposition dépendante et indépendante, en français facile, c'est une théorie qui, justement, n'autorise pas le cumul des droits. D'accord. Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qui va se passer? À la création, si le droit fixe que vous avez, qui est de 50 000, est supérieur au droit proportionnel calculé, on prend le droit fixe. D'accord. Il y a donc des avantages, on va dire, qui me sont concédés. Qui vous sont concédés, parce que vous voyez, on ne cumule pas. Si vous n'avez que des droits proportionnels, on peut additionner. Vous voyez, on disait que 1% sur le bien meuble, 1% sur le bien immeuble. À partir de ce moment, on peut additionner. Mais on ne saurait additionner les droits proportionnels, on ajoute le droit fixe. Cette théorie vous permet utilement de gagner, en réalité, soit 50 000, soit moins, en fonction bien évidemment des calculs qui sont faits. Donc l'intérêt, justement, on le voit, c'est de se dire qu'à la création, ce n'est pas parce qu'on a liquidé les droits d'enregistrement que vous devez payer à la suite des apports que vous avez effectués que vous payez tout. Cette théorie vous permet de ne pas cumuler les droits fixes. Il y a des spécificités, il y a des subtilités que vous mettez en exergue s'agissant de cet ouvrage. Voilà, c'est plutôt cela. Et j'essaie, autant que faire se peut, de l'expliquer en français facile. Parce que, pour le commun des mortels, on va le dire ainsi. Et même deux fois pour les spécialistes que nous sommes. Parce que c'est souvent pas évident et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, parce que nous discutons deux fois sur la terminologie de certains termes. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs qu'à la fin de l'ouvrage, j'ai dû prévoir un lexique de termes clés. Justement, on va parler de ce lexique. Vous proposez un lexique, vous proposez également un schéma pour faciliter la compréhension. Alors vous allez nous expliquer cette expression impôt synthétique libératoire. Voilà. Si vous me permettez d'abord rappeler l'histoire de l'impôt synthétique libératoire. L'histoire de l'impôt synthétique libératoire naît du fait que les contribuables se plaignaient du trop fort taux d'imposition. Ils estimaient qu'ils payaient trop d'impôts. Une commission avait d'ailleurs été mise en place, la commission de lutte contre le secteur informel, parce que c'est de celle-là qu'il s'agissait, à la suite de laquelle, justement, une équipe a été mise en place pour rédiger notamment le dispositif sur l'impôt synthétique libératoire. La question qui se posait, c'est de savoir comment va-t-on faire pour réunir en un seul impôt plusieurs impôts, pour éviter que le contribuable le fasse à chaque fois des tours, et avec les dates d'exigibilité d'un impôt ne passent à chaque période payée. On a donc pensé qu'il était mieux de réunir dans un seul impôt pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur au départ, c'était à 20 millions, mais inférieur à 30 millions. Donc il a donc fallu prendre dans ce cas de figure, et la question qui se posait, est-ce qu'on intègre également les taxes locales? Vous voyez, la mairie également, il y a ce qu'on appelle les impôts locaux, qui sont gérés par la mairie. Est-ce que cet impôt synthétique devait intégrer également les taxes locales? À l'évidence, ce n'était pas possible parce que ça ne relevait pas de la compétence du ministère de l'économie, puisque ce sont d'ailleurs ces taxes-là qui alimentent
le budget des collectivités locales et qui, justement, est un pan important dans la mise en œuvre de la décentralisation. On a donc pensé qu'il fallait voir quels sont les impôts sur les revenus, sur les bénéfices des petits contribuables. On a donc pensé qu'il fallait prendre dans l'IAPP, que tout le monde connaît, qui est l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui est un impôt global, parce que le système que nous on a choisi au Gabon, ça il faut quand même le dire, dans d'autres pays, ils ont choisi un système d'imposition cellulaire. Ça veut dire qu'à chaque revenu, un impôt. Ce qui veut dire que le nôtre comporte énormément d'avantages. Davantage, je trouve, hein, parce que les autres sont d'ailleurs en train de vouloir, certains pays africains, de venir à cet impôt. Donc ce que l'on fait, si vous avez un salaire, il y a l'IAPP dans la catégorie de traitement et salaire. Vous avez une activité commerciale, il y a l'IAPP dans la catégorie de BIC. Vous avez une activité agricole, l'IAPP dans la catégorie de BIC. Vous avez des revenus fonciers, vous voyez, c'est un impôt qui est catégorisé en fonction des revenus. Et après, on agrège l'ensemble de ces revenus, on l'impose dans un seul impôt. Or, ceux qui réalisent des activités commerciales et agricoles, c'est des bénéfices en réalité qu'ils réalisent. Donc on a pensé qu'au lieu de faire en sorte qu'ils aillent payer cet impôt, après ils vont payer la patente et les autres impôts. C'est véritablement lourd, s'agissant de l'opérateur économique. Pour les petits opérateurs économiques. Donc on a pensé qu'il fallait prendre l'IRPP dans la catégorie de BIC et de BA. On a ajouté les contributions foncières, parce que sur le foncier, il y a les impôts sur le revenu. Parce que vous pouvez avoir, je prends un exemple basique, vous avez une maison, si vous la mettez en location. Par exemple. Ce patrimoine-là vous génère un revenu. Donc, c'est un revenu foncier. C'est une catégorie de l'IRPP. Vous pouvez ne pas mettre en location, mais ça reste tout de même un patrimoine. Donc, ce patrimoine-là est imposé à ce qu'on appelle les contributions foncières. Si c'est une maison, contribution foncière de propriété bâtie. Si c'est un terrain, contribution foncière de propriété non bâtie. On a donc pensé, plutôt que d'aller le payer à part, il était mieux de l'intégrer également dans l'ISL. Donc vous voyez qu'on a pris deux autres impôts qu'on a intégrés en sus de l'IRPP. Et il y a un autre impôt, la contribution des licences, qui a également été intégrée. Vous voyez, c'est la sommation. C'est vrai que maladroitement, on a dû intégrer la taxe forfaitaire d'habitation. Mais vous voyez, on regroupe en un seul impôt plusieurs impôts pour faire un seul impôt. Donc l'opérateur économique qui est soumis à l'ISL, qui est un impôt, également un régime d'imposition, il va payer une fois qu'il a payé, on considère qu'il a payé sa patente, ça on y est un peu sur les revenus, sa contribution foncière. Cela paraît véritablement, allégé. Donc, voilà, il est finalement erroné de penser qu'il y a énormément à payer lorsqu'on désire se lancer dans les affaires. Ce sont véritablement des préjugés. Oui, je peux dire des préjugés. Maintenant, dont il faut se défaire. Oui, dont il faut se défaire, parce que la réalité, c'est qu'on ramène quasiment toutes les solutions à la fiscalité. Même des préoccupations qui ne sont pas éminemment fiscales, tout se rejette à la fiscalité. Donc pour ce qui est de l'ISL, à laquelle vous faisiez allusion, auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, c'est simplement de rappeler que désormais, vous payez votre ISL, on constate que vous avez payé votre patente, votre IRPP, votre contribution foncière. Tout est dans un seul impôt. La préoccupation, c'est les tarifs. D'accord. Nous allons marquer une pause, Monsieur Alili, soyez rassurés, nous reviendrons. Il y a encore des choses à voir s'agissant de cet impôt, de cette fiscalité. Et nous parlons de cet ouvrage en compagnie de son auteur Steve Marion Alili, ouvrage intitulé « Tout sur les avantages fiscaux prévus par le système fiscal gabonais ». Il s'agit du premier tome. Alors, Monsieur Alili, il faut donc dire qu'il est important de comprendre le dispositif pour payer l'impôt. Oui. Pour payer le juste impôt, devrais-je dire. Voilà, plutôt ça, payer le juste impôt, parce que celui qui paie l'impôt, c'est le contribuable. Et par principe, le contribuable devrait agir en bon père de famille. Il ne s'agit pas de payer plus d'impôts. Il s'agit de payer le juste impôt. Et pour payer ce juste impôt, il faudrait connaître la règle. D'accord. Une interprétation juste. Voilà, une interprétation juste. Et je dirais même qu'en principe, l'interprétation devrait être secondaire. Parce que le principe en la matière, c'est qu'en droit, la limite de l'interprétation, c'est le texte clair. D'accord. Quand un texte est clair, on n'interprète pas, on l'applique. Or, l'intérêt ici, la fiscalité, on va dire, c'est des lettres et des chiffres. Je comprends la lettre et je vais aux chiffres. Pour calculer le juste impôt, il faudrait que je sache en réalité ce qui est prévu, comment je calcule, ce qui rentre, ce qui est exclu. D'accord. Voilà. Alors, il y a donc des avantages liés à certains secteurs. Comment faire pour bénéficier de ces avantages? Je vous remercie de la question parce que c'est
la préoccupation qui se pose généralement pour les opérateurs économiques, ce n'est pas deux fois l'ignorance des avantages. Il y en a qui connaissent ces avantages, c'est plutôt la question liée à la mise en œuvre de ces avantages. D'accord. Auprès de qui ils devraient s'adresser, sur quoi devraient-ils solliciter les avantages, pourquoi, quelles sont les incidences, si d'aventure ne respectent pas notamment les conditions qui sont exigées. Et l'ouvrage reprend cette préoccupation en prévoyant d'ailleurs en annexe des modèles de correspondance en fonction de la nature du secteur d'activité, à qui justement les commandes sont adressées, et des modèles de réponse en fonction notamment de la demande, si elle est mal formulée ou non, ou si les conditions ne sont pas réunies. Voilà le côté pratique de l'ouvrage également. Alors de façon concrète, on prendra un secteur d'activité précis, parlant de coiffure, de salon de coiffure, d'un propriétaire de salon qui estimerait qu'il a trop à payer. Que diriez-vous à cet opérateur économique? Déjà, rappeler à cet opérateur économique de réfléchir sur son régime d'imposition. D'accord. Voilà. Parce que les impôts auxquels on est soumis dépendent du régime d'imposition dans lequel nous nous situons. Nous avons en réalité 3 régimes d'imposition au Gabon. Lesquels? Nous avons le régime de la fiscalité globale, donc que l'on appelle l'impôt synthétique libératoire, qui s'applique aux contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 30 millions. Nous avons le régime simplifié d'imposition qui s'applique aux contribuables dont le chiffre d'affaires varie entre 30 millions et 60 millions. Et nous avons les autres contribuables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 60 millions. Donc, en fonction de vos régimes d'imposition, il y a des impôts qui s'appliquent à vous. Pour ce qui est du coiffeur, si son chiffre d'affaires est inférieur à 30 millions, ce qui est souvent le cas, il va être soumis à quoi? À l'impôt synthétique libératoire. Mais là, il faudrait relever un élément important. Une particularité? Une particularité. Si ce coiffeur est organisé sous forme de société, il n'est plus soumis à l'ISL. Il est soumis au régime réel d'imposition. Parce que la particularité de l'ISL et du deuxième régime d'imposition qui est le RSI, c'est que ça ne concerne que les personnes physiques. Ce qu'on appelle couramment les entreprises individuelles. Ça ne concerne que ces personnes-là. Ça veut dire que si vous créez en société, que votre secteur d'activité est la coiffure, sachez que vous pouvez pas être à l'ISL. Vous êtes plutôt. Et si vous êtes à l'ISL, on a simplifié les choses, c'est un tableau. C'est un tableau dans lequel il y a des tarifs. Et comme je l'indiquais, qu'il y avait la patente qui se payait avant, on considère que ce que vous payez à ce titre est libératoire de l'imposition de la patente, des contributions foncières, ainsi de suite. Et l'ouvrage pour permettre à ceux-là, ces petits contribuables, une meilleure compréhension. Il y a un tableau, le tableau sur l'ISL qui est indiqué. Il y a également, pour ce qui les concerne, des avantages qui sont expressément listés. Il y a également, pour qu'ils puissent mieux appréhender les avantages qui sont les leurs, il y a notamment ceux qui sont, disons, le lexique de termes clés qui est prévu. Pour une meilleure compréhension et pour une meilleure lisibilité s'agissant de cette question qui est la fiscalité et qui fait parfois couler beaucoup d'encre et de salive. Parlons maintenant de sanctions en ce qui concerne cet opérateur économique qui refuserait de payer cet impôt au motif qu'il serait contraignant. Alors, qu'est-ce qui est prévu à cet effet? Cette question-là a un double volet. Le premier volet, c'est le principe en la matière. Le principe, c'est que l'on ne peut pas aller à l'encontre du dispositif législatif. Notre dispositif fiscal a désormais prévu, en dehors des sanctions fiscales, des sanctions pénales. Donc, vous voyez, il y a une double sanction que de s'opposer au paiement de l'impôt. On peut mettre en branle non seulement les sanctions fiscales qui sont généralement des sanctions financières, mais également des sanctions privatives de liberté, ce qui est quand même un peu plus dur, ce sont les sanctions pénales. Concernant principalement l'ouvrage, lorsqu'un avantage est concédé, il y a des conditions à remplir. Pour ne pas perdre le bénéfice, de cet avantage. Je prendrai le cas de régime fiscal applicable aux PME, PMI, petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. Il y a des conditions pour pouvoir bénéficier de ce régime. Si d'aventure vous ne satisfaisez pas aux conditions, ou si pendant le fonctionnement de la structure les conditions ne sont pas réunies,
on dénonce non seulement l'avantage, mais on rappelle des droits. On rappelle des droits voudrait dire que si pendant 3 ans ou 2 ans, pour ce qui est du régime, pendant 5 ans, vous n'avez pas payé notamment des impôts, on vous demande de payer les impôts que vous aurez dû payer, bien que c'était un avantage parce que vous n'avez pas satisfait aux conditions. Et cela, c'est sans préjudice des sanctions pénales qui, pour certains, qui sont sujets à la TVA, pourront aller de 150% du montant de l'impôt dû. Donc l'intérêt, c'est de rappeler également que d'accord, vous bénéficiez des avantages, mais sachez que ces avantages-là sont consentis sous réserve de la satisfaction des conditions qui sont prévues. Alors, comment faire pour ne pas avoir de problème s'agissant de l'impôt lorsqu'on est chef d'entreprise, entrepreneur? Le chef comptable est-il en mesure de régler ce type de problème? Un comptable peut-il résoudre ces problèmes? Est-ce la personne indiquée? Si je décide, par exemple, de faire appel à une expertise pour régler ces problèmes d'impôt s'agissant de ma structure, à qui devrais-je m'adresser? À un cabinet comptable? Le comptable pourrait apporter sa part, mais j'estime que c'est une spécialité. Donc, il serait plus avenant pour l'opérateur économique de s'adresser plutôt à un spécialiste de la fiscalité. D'accord, les règles comptables sont différentes des règles fiscales en matière de fiscalité. Bien que ça soit lié, parce qu'une fois que le comptable a fait ce qu'il doit faire, il faudrait procéder à des retraitements extra-comptables pour tenir compte justement de la spécificité des règles fiscales. Donc le plus souvent, le comptable et le fiscaliste ou le juriste fiscaliste doivent travailler en étroite collaboration parce que lorsque l'on vient vérifier la comptabilité, on essaie de voir si les opérations passées sont conformes ou reflètent véritablement la situation ou les activités réalisées. Et si ce n'est pas le cas, il y a d'appel de droit qui s'impose. Alors nous allons à présent, nous étions dans la première partie de votre ouvrage, nous allons nous intéresser à la deuxième partie qui traite des avantages fiscaux accordés par les textes particuliers. Vous parlez des avantages fiscaux prévus par les codes spécifiques, code minier, code des hydrocarbures, code forestier, code agricole. Et puis il y a quand même une série de questions que l'on est en droit de se poser en matière minière, par exemple. Quelle est la nature des entreprises bénéficiaires de ces avantages fiscaux? Les entreprises bénéficiaires des avantages fiscaux, ce sont les entreprises notamment qui sont dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation. D'accord. Ce sont ceux-là notamment qui bénéficient des avantages fiscaux. Mais ces avantages dont ils bénéficient se font également sous réserve du respect de certaines conditions. Simplement rappeler que la majorité ou l'écrasante majorité du dispositif fiscal avantageux qui est prévu sous réserve de conditions ou sous réserve d'agréments. D'accord. Comme vous le savez, le domaine minier, le domaine agricole, le domaine forestier, c'est des domaines spécifiques. Et que ces domaines spécifiques, donc il faudrait des agréments. À l'évidence, c'est des domaines qui relèvent des ministères bien particuliers. Donc pour faire des investissements dans le domaine minier ou pétrolier par exemple, il faudrait notamment avoir un agrément technique qui vous permet utilement d'agir dans ce sens. Alors quelles sont les conditions à satisfaire pour bénéficier de ces avantages fiscaux prévus? Vous venez d'évoquer cette question, mais il y a tout de même, s'agissant de notre pays, un secteur assez particulier, celui du tourisme. Est-ce que vous pourriez en dire un mot? Oui, ce qu'il faudrait relever, c'est qu'en matière touristique, on peut se poser la question de savoir pourquoi justement il n'est pas suffisamment développé parce que, à mon sens, j'estime que c'est l'un des secteurs qui bénéficie d'énormes avantages. On a d'ailleurs, il faut avouer que ces dispositifs n'ont pas été mis en œuvre au départ, parce que c'est l'ordonnance sur le développement touristique, c'est parce que justement le montant minimum de l'investissement était trop élevé. Il était à l'époque à près d'1 milliard. Quel investisseur, pour le plus souvent, comme vous le savez, les activités touristiques sont des activités saisonnières, pour investir autant. Donc on a dû ramener notamment le seuil d'investissement à 300 millions de francs CFA hors taxe. Donc quand vous réalisez un investissement de 300 millions hors taxe, vous bénéficiez des exonérations autant en matière d'IS, autant en matière d'IRPP, autant en matière de contribution foncière, de patente. Donc il y a des exonérations qui sont permanentes, à savoir que pendant toute la durée de l'exercice, vous bénéficiez notamment de ces avantages. D'accord. Alors, nous allons vous donner l'opportunité du mot de la fin, M. Steve Marian Alili. Que retenir de cet ouvrage, tout sur les avantages fiscaux prévus par le système fiscal gabonais?
Ce qu'il faudrait retenir de cet ouvrage, simplement d'indiquer que c'est le premier ouvrage qui porte sur les avantages fiscaux. C'est des préoccupations qui ont été régulièrement soulevées par les contribuables, qui justement estimaient que le système fiscal gabonais ne leur concédait pas suffisamment de place, ne leur permettait pas de faire des économies et n'agissait pas fondamentalement sur leurs activités, pour ce qui est de ceux-là qui réalisent des activités industrielles et commerciales, et pour les particuliers, n'agissaient pas sur leur pouvoir d'achat. L'intérêt, c'est de dire que le dispositif est dense. Chaque secteur d'activité est concerné. Simplement que le fait que les personnes pour qui l'ouvrage est destiné ne soient pas informées, ils ont désormais un outil qui leur permet de savoir, avant bien évidemment d'avoir un spécialiste, de savoir à quoi s'en tenir, pourquoi je devrais agir ainsi, comment, c'est surtout la question du comment également, comment devrais-je agir ainsi et quelles sanctions auxquelles je devrais faire face si d'aventure je ne respecte pas les conditions d'éligibilité prévues. Donc rappeler à l'ensemble des secteurs d'activité existants, l'ensemble des opérateurs économiques, aux situations de façon générale, que chaque situation est réglée. Cet ouvrage a l'avantage également de permettre à chacun, s'il veut, il ne lit pas tout l'ouvrage. Il va au secteur qu'il concerne. Ce que l'on a fait, il y a des indications. Il y a des indications. Vous allez à votre secteur, vous avez tout. Vous n'êtes pas obligé de lire une autre page pour comprendre votre secteur. Donc c'est simplement rappeler que là, ils ont un outil avant bien évidemment le prochain. Alors, c'est le tome 1. Le prochain parlera de... Le prochain parlera des avantages fiscaux prévus par les procédures et le réseau conventionnel. Vous savez notamment que l'administration fait son travail. Au cours d'un contrôle fiscal, quels sont les avantages dont vous avez droit? En tout cas, nous serons très heureux de vous recevoir de nouveau sur le plateau de l'Entre-deux pour parler de cet ouvrage. Je rappelle que nous étions en compagnie de Steve Marian Alili, qui est juriste d'affaires, fiscaliste, inspecteur des impôts. Il nous parlait donc de cet ouvrage, tout sur les avantages fiscaux prévus par le système fiscal gabonais. Merci d'avoir apporté cet ouvrage à l'équipe de l'Entre-deux qui va évidemment s'en imprégner pour payer l'impôt de la façon la plus correcte qui soit. Nous allons vous remercier une fois de plus et passer à une autre rubrique très